Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je m'appelle Dominique Bourra, je suis un professeur à l'école, dans une école à Paris. Et j'ai avec moi 4 intervenants. Sébastien, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et puis nous avons 3 intervenants et intervenantes qui vont participer à distance. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Clara Jordan, David Van Duren et Sébastien Rocher, ainsi que Caroline Train. Donc Clara va être la première intervenante. Et aujourd'hui, nous allons parler principalement d'une question très intéressante, celle des index de maturité en matière de cybersécurité. Sont-ils utiles? Ils visent à créer une liste d'États, et à lister les États, à les classer selon leur capacité à répondre aux menaces. Et nous aimerions aujourd'hui déterminer quels sont les critères sur lesquels ils basent leur diagnostic, ainsi que les points qui sont réellement évalués. Autre question, ces indices sont-ils vraiment fiables, vraiment utiles, et plus particulièrement, peuvent-ils être utilisés par le secteur des assurances ou le secteur financier afin d'évaluer la robustesse d'un État ou d'une entreprise. Donc il est absolument crucial, bien sûr, d'avoir des réponses précises aujourd'hui sur ce thème. Et Clara Jordan est responsable à l'Institut Cyber Peace, et la mission de cette institution, telle qu'elle est présentée, est d'améliorer la sécurité et la stabilité du cyberespace. Le travail de Clara dans cet institut est de diminuer l'impact et la fréquence ainsi que l'échelle des attaques, des cyberattaques par des acteurs sophistiqués qui peuvent causer des dommages très graves sur les civils et les infrastructures civiles. Donc Clara travaille pour davantage de transparence au sujet de ces attaques, avec pour objectif de mettre les acteurs devant leurs responsabilités en cas de dommages. Donc voilà la présentation officielle de votre institution, celle que nous avons trouvée en ligne. Peut-être pourriez-vous tout d'abord nous en dire plus, et puis éventuellement partager avec nous quelques mots sur sur vous-même, vous présenter, avant que nous puissions commencer à parler de la thématique en tant que telle. Avec votre autorisation, Clara, je me permettrai de vous interrompre s'il y a des questions dans la salle. Et je vous laisse donc une dizaine de minutes pour votre présentation. J'imagine que vous n'avez pas de PowerPoint. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Très bien, d'accord. Eh bien, la parole est à vous. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je n'ai effectivement pas de présentation aujourd'hui. Je crois que on a déjà du mal à interagir entre êtres humains avec toutes ces plateformes, donc je vais essayer de faire au plus simple. Je m'appelle Clara Jordan, je suis effectivement responsable politique de l'Institut Cyber Peace, le Cyber Peace Institute, qui est une ONG basée à Genève, avec une équipe basée dans le monde entier. Comme vous l'avez dit, notre mission aujourd'hui est de travailler pour augmenter la responsabilité dans le cyberespace en matière de cyberattaques plus particulièrement. Notre travail se concentre sur des populations fragiles et nous penchons très souvent sur les impacts et les conséquences pour les victimes de cyberattaques. Nous avons vu au fil des années que les questions économiques, les questions de cybersécurité sont très importantes, et nous nous rendons compte qu'au final, la technologie, elle est là pour améliorer la condition humaine, elle est là pour améliorer nos vies, mais pour que nous puissions vraiment déverrouiller le potentiel de cette technologie, eh bien, nous devons faire en sorte que le cyberespace soit un endroit sûr. Et en ce qui concerne le Cyber Peace Institute où je travaille, nous opérons dans un écosystème avec de nombreux partenaires, et nous avons 3 branches principales. Donc, notamment l'analyse et l'assistance. Donc, nous avons un graphique sur le site qui vous montre
comment tout cela fonctionne dans un cycle, dans un écosystème. Nous avons des capacités analytiques qui nous aident à comprendre les faits tangibles sur le terrain et qui nous permettent également de comprendre ce qui est arrivé aux victimes. Nous avons une équipe d'assistance pour aider les victimes sur la base de ce que nous savons, et nous avons des ressources industrielles mises à disposition de ces victimes pour améliorer leur résilience. Et nous utilisons les informations, les preuves que nous avons pour guider notre travail et pour nos activités militantes également, pour faire en sorte d'améliorer la situation. Donc, quelques informations de contexte en ce qui me concerne. Ma carrière a été partagée entre le secteur industriel et les ONG, les think tanks, les organisations internationales. J'ai travaillé pour FireEye notamment, pour une autre entreprise qui s'appelle BlackBerry, et j'ai commencé ma carrière à l'OTAN. Donc sur ce, je vais peut-être passer directement à la question principale de ma présentation. Nous savons que c'est une question difficile, compliquée. Je sais qu'il y a de grands esprits qui ont beaucoup travaillé, qui ont passé beaucoup de temps, mis beaucoup d'énergie à réfléchir à ces indicateurs et à leur utilité, et donc, il y a des think tanks qui ont réfléchi pendant des décennies entières. C'est une question extrêmement complexe. Et pour moi, en tant que praticienne, eh bien, je me penche sur ces indices et je me demande, sont-ils utiles et pourquoi? Et cette question, il faut y répondre dans divers contextes, dans le cadre de différentes conversations de mon point de vue, et je vais commencer à un niveau un peu élevé avant de rentrer dans les détails. Vous savez, de mon point de vue, ces indices peuvent être très utiles et un outil puissant pour mettre différents acteurs dans notre écosystème devant leurs responsabilités. Il faut comprendre que les pays doivent parfois prendre des mesures pour améliorer la cybersécurité, mais ne le font pas. Donc si ces informations peuvent être utilisées pour faire en sorte de mettre les États devant leurs responsabilités, c'est extrêmement utile. Nous voyons en travaillant avec les victimes que bien souvent c'est ce manque de responsabilité qui est responsable des graves manquements que l'on constate aujourd'hui, des lacunes que l'on constate aujourd'hui du côté des États qui effectivement ne sont que rarement tenus responsables de leurs actes d'omission et du manque de sécurité auquel les citoyens doivent faire face. Clara, pardon, j'ai une question en ce qui concerne l'objectif de votre institution. Je comprends que c'est un institut très centré sur l'humain, très centré sur les victimes. Vous l'avez dit, vous travaillez beaucoup sur les droits de l'homme. Donc, s'agit-il d'un travail au niveau des citoyens ou incluez-vous également les conséquences pour les entreprises, les impacts économiques peut-être, ou vous concentrez-vous spécifiquement et uniquement sur les droits humains et les citoyens? Merci pour cette question. Vous savez, nous nous penchons sur la question vraiment du point de vue des individus. Nous sommes notamment penchés sur les attaques sur le secteur de la santé pour essayer de comprendre quel était le coût réel pour les personnes. Comment les individus sont-ils... donc, quelles sont les conséquences pour les individus lorsque le système de santé n'est plus fonctionnel en raison de cyberattaques? Donc, nous nous sommes concentrés beaucoup sur les aspects techniques qui nous permettent de remettre en place les services, mais bien souvent, on a du mal à réfléchir aux dommages que cela cause pour la société et pour les individus qui la composent. La question des dommages économiques est très importante. Pour les dommages sociaux, elle fait partie des dommages sociaux. C'est effectivement important pour la sécurité nationale, etc. Mais nous avons vraiment l'impression que bien souvent, l'angle mort des débats aujourd'hui, c'est cette question des dommages causés aux individus. Nous sommes ambitieux dans mon ONG et nous avons l'intention à l'avenir de mieux comprendre les dommages psychologiques notamment. Si on ne peut pas... être opéré, ou si vos données personnelles sont perdues, ou si une conversation censée être privée avec un médecin sur une expérience traumatique finit par être publiée, eh bien, quelles sont les conséquences pour vous en tant qu'individu? Avez-vous un rôle à jouer peut-être pour influencer les créateurs et développeurs des indices afin d'intégrer davantage ces paramètres humains?
parce que nous avons beaucoup d'indices avec une quantité de paramètres qui tiennent compte de questions technologiques, techniques, etc. Mais peut-être qu'on se concentre un peu trop sur ces questions techniques ou sur les questions économiques, et peut-être qu'on se... Enfin, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais on parle effectivement un peu moins des impacts et conséquences humaines et des conséquences pour les droits civiques. Alors, est-ce que vous êtes en train de développer une forme de lobbying pour intégrer davantage ce paramètre et pour l'intégrer aussi mieux à ces indices? Absolument. Alors, notre travail se base sur les preuves. Mais je devrais sans doute faire mention du fait que, avec deux de nos partenaires qui, je crois, sont ici aujourd'hui, Géode et le Centre Hague pour les études en matière de sécurité, nous avons un groupe qui cherche à travailler sur le processus de l'appel de Paris, et nous essayons d'encourager la cyberstabilité. Nous essayons de réfléchir à la construction de cette cyberstabilité, et nous essayons de déterminer quels sont les indices qui pourraient nous aider à comprendre si le cyberespace est effectivement stable. Nous développons une méthodologie, nous espérons que d'autres l'utiliseront également, mais nous pensons que la méthodologie sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui devrait nous aider à mieux comprendre les conséquences de cyberattaques sur des individus. Je voudrais également mentionner le fait que nous avons participé à la task force sur le ransomware, qui a été lancée aux États-Unis, et vous l'avez sans doute déjà vu, mais donc ces travaux de la task force vont se poursuivre. Et je pense que nous allons également nous concentrer sur le développement d'une méthodologie pour essayer de mieux mesurer les impacts, les conséquences et les dommages provenant des cyberattaques, plus particulièrement en ce qui concerne le ransomware. Donc il y a des conversations techniques, politiques, mais bien souvent on oublie l'élément très important à comprendre de l'impact sur les personnes. Donc on s'en est rendu compte, on l'a noté, on a essayé de travailler là-dessus. Les données ne sont pas suffisamment disponibles en matière de cyberattaque. Je pense que nous le savons tous en tant que communauté. Il y a beaucoup de données qui sont très utiles pour réfléchir à ces questions. Il y a les indices, les indicateurs, etc. Nous savons que ces données, ces unités de mesure, ces étalons sont importants pour permettre d'aboutir à des politiques appropriées en matière de cybersécurité, ou en tout cas à des politiques qui nous aident à gérer la situation, qui ont cette ambition. Et bien souvent, ces données sont manquantes et ne concernent presque jamais les aspects humains de la cybersécurité. Donc votre approche est complètement interdisciplinaire, transdisciplinaire, et vous essayez de travailler avec différents postes, différents métiers, différentes capacités pour créer des synergies entre les experts afin d'obtenir les résultats que vous recherchez, c'est-à-dire une plus grande stabilité du cyberespace, afin de mieux protéger les individus et les citoyens. Clara, pourriez-vous conclure votre très intéressante présentation en donnant au public 2 ou 3 choses importantes à retenir, parce que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir 2-3 points clés dont il faudra se souvenir. Il y a beaucoup de conférences, c'est très dense comme journée, cette conférence FIC. Donc, je voudrais en savoir davantage sur ces points qui vous paraissent particulièrement importants. Absolument, oui. Alors, je pense que les points à retenir dans la conversation avec le groupe, et puis j'ai hâte d'ailleurs de passer à la session un peu plus interactive peut-être, je pense qu'il y a certaines limites de ces indicateurs. Ils ont des limites, et je pense que le plus important, c'est vraiment de gérer ces limites. Comment ces indicateurs, comment ces indices peuvent-ils devenir des outils utiles pour les décisionnaires? Nous avons beaucoup d'informations et nous nous concentrons bien souvent beaucoup sur la méthodologie, sur la taxonomie, pour d'excellentes raisons d'ailleurs, mais il faut malgré tout réfléchir, comprendre aux méthodes qui nous permettront de comprendre comment les décisionnaires utiliseront ces données.
Il est important que les décisions soient prises sur la base de preuves, notamment en ce qui concerne les dommages infligés à la société. Et je pense aussi que la maturité des pays est importante. Il y a beaucoup de choses à apprendre en termes de gestion de la cybersécurité et en termes de réflexion aussi. Et il y a peut-être un drapeau rouge que je voudrais soulever, peut-être un avertissement. Lorsque l'on réfléchit aux indices, il s'agit d'une mesure en général pour la cybersécurité, et j'ai constaté souvent que ces indices se basent sur une menace statique. Et on développe quelque chose le développement de ces indices prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps, les menaces évoluent. Et donc, la menace, elle n'est pas statique, alors que nos indices le sont. Et je pense que l'important, c'est vraiment de s'adapter. On se demande si ces indices sont utilisables pour des questions d'assurance. Je pense que c'est important au sein de notre communauté de tenir compte aussi du paysage des menaces qui, lui, n'est en rien statique. Merci beaucoup, Clara, pour cette intervention. Le prochain orateur, la prochaine intervenante, Clara, vous restez avec nous, bien sûr, et nous reviendrons vers vous au fil des présentations. Nous serons en mesure d'interagir et nous reviendrons vers vous pour une brève conclusion. Nous avons ensuite David avec nous. Bonjour, David. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec nous sur le panel aujourd'hui. Donc, David, vous êtes directeur, bonjour, du forum sur la cyberexpertise. Ce forum sur la cyberexpertise est une plateforme mondiale pour différents pays, pour les organisations internationales et pour les entreprises privées qui leur permettent d'échanger les bonnes pratiques, ou de bonnes pratiques, l'expertise, et ainsi qu'une expertise en matière de renforcement des capacités. L'objectif de votre entité est d'identifier des politiques et des pratiques et des idées pratiques pour mettre en place tout cela au niveau global avec les ONG, avec la communauté technologique, avec les universitaires. Alors, je pense que vous allez sans doute nous en dire plus sur votre organisation, nous donner quelques éléments de contexte sur votre propre biographie, et je vous laisserai ensuite 10 minutes pour votre présentation. Et si vous êtes d'accord, je me permettrai de vous interrompre pour quelques questions. Absolument, parfait. Merci beaucoup, Dominique. Et merci également de m'avoir invité à participer à ce panel important. Malheureusement, je n'ai pu vous rejoindre qu'en ligne, un petit peu comme Clara, mais j'espère vous voir très bientôt en personne à la conférence de l'an prochain. J'ai beaucoup apprécié le FIC des années passées et j'ai hâte de pouvoir revenir en personne. Donc je travaille effectivement au sein d'une entité, nous nous concentrons sur différents types de menaces et nous utilisons des évaluations, notamment au sein de l'Union africaine, pour les régions africaines avec un projet GFC. Donc je vais tout d'abord vous présenter le Forum mondial sur la cyberexpertise. Nous avons déjà fait, je pense que Dominique a déjà très bien présenté mon institution. Et donc, nous avons déjà eu une conversation assez générale sur le cyberespace. Il est important, effectivement, de combler le fossé entre les experts politiques et les experts en matière de renforcement des capacités. Nous devons construire des réseaux, des structures et soutenir les efforts de renforcement des capacités au niveau mondial. C'est un besoin grandissant. Et c'est dans ce contexte que nous avons commencé notre travail. Je pense que rien n'a changé d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes une plateforme mondiale informelle qui a été lancée pour réfléchir aux meilleurs moyens d'y parvenir, donc une nouvelle plateforme qui est également une plateforme neutre. Je pense que c'est important de le souligner. Alors que faisons-nous? Eh bien, nous avons construit une communauté pour éveiller, pour sensibiliser, pour partager des connaissances et pour permettre la mise en œuvre pratique des bonnes pratiques. Donc voilà simplement à quoi nous servons. Donc nous sommes une plateforme pour le renforcement des capacités multi-acteurs, souples et orientée vers la pratique. Nous avons plus de 30 membres et partenaires, des pays, des entreprises privées, des organisations internationales, mais aussi, et c'est particulièrement important, depuis 3 ans, nous avons ajouté beaucoup de
partenaires de mise en œuvre, d'organisation de mise en œuvre, qui ont d'excellentes connaissances en matière de renforcement des capacités. Donc, avec cette communauté, nous avons mis en place des structures, des réseaux pour soutenir et faciliter les efforts de renforcement des capacités. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écosystème pour le renforcement des capacités. Il s'agit d'un point central et nous avons plusieurs groupes de travail du GFC. Donc, il y a des partenaires, des gens qui s'occupent de la mise en œuvre, des décideurs politiques, etc. Et nous travaillons tous main dans la main. Au fil des années, nous avons mis en place des mécanismes également pour soutenir le renforcement des capacités, comme par exemple un portail civil, un grand portail avec plus de 700 exemples de projets, de meilleures pratiques, d'outils. En ce qui concerne le renforcement des capacités cybernétiques, c'est quelque chose de public, d'ouvert à tous, et avec nos membres et nos partenaires, nous travaillons avec le monde civil, nous travaillons à fournir du soutien selon les besoins des pays, et nous avons un programme également pour combler les lacunes en termes de connaissances au sein des communautés. L'objectif général... David, pardon, je me permets de vous interrompre. Vous avez parlé du partenariat entre le GFC et l'Union africaine. Oui. J'aimerais savoir si vous avez des interactions peut-être avec l'ITU à ce sujet. On a Caroline qui est avec nous sur ce panel. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus? Avez-vous peut-être des interactions sur la base du fait que donc cette organisation... donc l'UIT travaille aussi au niveau du continent africain. Peut-être y a-t-il des complémentarités entre vos travaux et ceux de l'UIT. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Absolument, oui. Nous avons un projet avec l'Union européenne. Et ce que l'on fait dans ce cadre, c'est que nous identifions les besoins de l'ensemble des 55 pays d'Afrique et le point de départ, parce que notre objectif est de déterminer quels sont les besoins. Le point de départ, c'est l'utilisation des outils d'évaluation. Et l'un de ces outils d'évaluation est le GCI de l'UIT, donc l'indice de l'UIT. Et c'est un indice qui a été rénové, si je puis dire, récemment. Et au départ, notre stratégie était vraiment d'utiliser l'UIT, qui fait partie du GFC, ainsi que la Banque mondiale. Et il y a beaucoup de membres qui ont leurs propres indices, leurs propres évaluations. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a essayé d'utiliser les différents indices pour aboutir à 5 évaluations basées sur ces indices afin d'avoir une meilleure idée de la situation sur le terrain, et je vous en dirai davantage si vous le souhaitez. Je vais peut-être faire un petit pas en arrière si vous me le permettez avant d'y revenir. Donc, pour en revenir à la thématique d'aujourd'hui, est-ce que les indices sont utiles? Ma réponse est oui. C'est pas simplement parce que j'en suis convaincue que je vous dis ça, c'est aussi parce que ça fait partie des thématiques importantes identifiées par le GFC en 2017, comme étant l'une des thématiques les plus importantes sur lesquelles nous avons décidé de nous pencher. Et les évaluations nationales ont fait partie de nos évaluations. Nous avons travaillé avec des décideurs politiques et nous avons partagé des informations sur ces cyber-évaluations. Nous pensons que ces évaluations nationales sont importantes, sont utiles, et ce sont des outils qui peuvent être considérés comme un point de départ par les pays pour permettre de déterminer où est-ce qu'ils se situent actuellement, quelles sont les lacunes, quels sont les investissements à faire, quels sont les débats à avoir. Il y a beaucoup de pays également qui utilisent ces évaluations comme une première étape dans le cadre de leurs efforts pour mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité. Donc si l'on regarde un petit peu les évaluations, il y a différents outils qui sont utilisés. Il y a un exemple, par exemple, qui est très utilisé au sein du GFC. C'est le modèle de maturité.
qui vient d'une organisation à Oxford, cette évaluation nous permet d'avoir une bonne idée des capacités manquantes et c'est une évaluation qui sert bien souvent à alimenter les stratégies cybersécuritaires au niveau national. C'est quelque chose qui est particulièrement important, je pense, pour les gens qui nous écoutent et je voudrais vous suggérer de vous connecter à notre portail civil. Nous avons un document donc, qui concerne les objectifs généraux de ces outils d'évaluation. Et ce document vous fournira un aperçu de 8 outils qui ont été développés et utilisés par différents membres et partenaires pour évaluer les capacités de différents pays. Donc, l'un de ces outils a déjà été mentionné. C'est celui de l'UIT, mais nous avons également un outil de la Banque mondiale pour combattre la cybercriminalité. Et nous avons également un outil qui est un outil asiatique, un indice d'un institut en matière de préparation aux cyberattaques, et donc autant d'indices qui sont encore une fois présents dans ce document que vous trouverez sur le portail civil de notre organisation. Nous avons un indice également, ou un cadre de mise en œuvre venu des États-Unis. On y parle de l'UIT. Et pour l'Europe, nous avons également un cadre d'évaluation des capacités. Et également un indice estonien de l'e-Government Academy, basé donc en Estonie. Il est effectivement nécessaire de se pencher sur les besoins des pays spécifiques. Il faut choisir quels sont ou quel est le système d'évaluation le plus approprié. Bien souvent, il y a des chevauchements entre les différents indices, entre les différents systèmes d'évaluation. Il y a certains facteurs comme la sensibilisation, les compétences cybernétiques de la population, etc. Mais, excusez-moi. Est-ce qu'on devrait comprendre qu'il y a un manque de coordination ou d'opération entre les différents indices et qu'il devrait y avoir il y a une marge d'amélioration en ce qui les concerne? Qu'en pensez-vous? Oui et non, je dirais. Je pense que plusieurs organisations ont eu la même idée, avec leur propre perspective. Et il y a des différences entre les différents indices. La méthodologie est également différente. Donc, je pense que ça serait intéressant de les harmoniser. Et c'est ce qu'on fait avec cette étude. Et il serait intéressant de mettre en évidence ce qui est spécifique dans une évaluation et le pays lui-même pourrait faire un choix. Donc certaines évaluations sont en quelque sorte des auto-évaluations. D'autres sont qualitatives, certaines autres sont quantitatives. Et donc, il y a des différences, en effet. Parallèlement, au niveau régional, on va voir également assister à des évaluations très spécifiques pour certaines régions. Et pour répondre à votre question, je pense qu'en général, il serait intéressant d'au moins unifier ces différents outils et de au moins les réunir, de voir ce qu'ils ont en commun et aussi quelles différences ils présentent, ce qui pourrait être source d'information pour les utilisateurs. Merci beaucoup. Pouvez-vous conclure votre présentation? Quels sont les principaux messages que vous aimeriez faire passer? Pouvez-vous... Une première chose, si on regarde les évaluations, c'est juste un point de départ de discussion. C'est important de le dire. Et la deuxième chose est de comprendre que certains des résultats ne sont pas à jour et donc
il y a des évaluations qui ont été réalisées il y a des années. Et quand vous parlez avec le pays, on se rend compte que des évaluations locales ont été réalisées dans la langue du pays et elles n'ont pas été prises en compte par les évaluations existantes. Et aussi, certaines évaluations et méthodologies sont élaborées pour des pays en voie de développement en Europe et aux États-Unis sur la base de leurs besoins en capacité, mais les besoins ne sont pas les mêmes dans une région telle que l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Restez avec nous, s'il vous plaît, et vous pourrez participer à la conclusion. Alors, Sébastien est avec nous. Bienvenue, Sébastien. Donc, vous êtes auditeur interne et expert sécurité d'Orange, mais vous pourrez nous donner une définition plus précise de votre mission. D'abord, je suis vraiment ravie d'être avec vous pour cette présentation et de participer à ce panel sur les notations cyber. Je travaille chez Orange et je fais partie de la communauté des experts en sécurité d'Orange. J'ai examiner les tendances de notation cyber. Et c'est une tendance qui a des conséquences sur deux écosystèmes différents. On voit des notations au niveau du pays, au niveau national, avec des travaux très intéressants qui ont été réalisés par l'ITU et le CGI. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui des tendances réalisées et qui ont trait aux entreprises. La notation est un élément de communication très puissant qui permet de relever un défi très important pour la communauté de la sécurité cyber, de la cybersécurité, à savoir comment peut-on quantifier le risque de cyber, le cyber-risque. Et comment est-ce que je partage ce risque au conseil d'administration et aux personnes non techniques. Et on peut faire un parallèle avec les notations au niveau des crédits qui étaient très utilisées au siècle dernier, qui était une tendance utilisée fortement par les banques. Et de nombreux acteurs ont géré ce type de modèle, Standard & Poor's, etc. Personnellement, je suis sûre que ce siècle sera consacré à la notation cyber. Des modèles évaluant les cyber-risques, les enjeux de cyber-risques et cette course, parce que c'est un besoin économique et donc la course a commencé. J'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, la plupart des modèles proviennent des États-Unis et clairement, il y a un problème de souveraineté. Est-ce que nous acceptons d'être évalués par des acteurs non européens? Sébastien, nous pouvons peut-être être clairs. Je vais vous poser une question très directe. Est-ce que les évaluations en cybersécurité pourraient être des outils de guerre économique? Absolument. Sous l'angle géopolitique, vous avez parfaitement raison de souligner ce fait. On pourrait penser qu'un acteur américain qui a envie de dégrader la confiance dans une industrie européenne dégraderait l'indicateur. Mais sous l'angle d'Orange, on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de posséder ce type d'indicateur. Et j'aimerais faire la différence entre deux niveaux. Et on a parlé d'évaluation au niveau national, au niveau du pays, mais j'aimerais me concentrer sur l'évaluation des entreprises. Aujourd'hui, je pense que la plupart des modèles qui sont réalisés ne sont pas normalisés.
aucun travail d'ordre collectif n'est réalisé sur la manière dont on recueille les faits techniques. Est-ce que l'on accepte d'être noté sans être vraiment acteur de cette évaluation, si c'est une évaluation externe? Oui, j'aimerais inviter les personnes présentes ici à regarder cette tendance et voir si... imaginez l'entreprise pour laquelle vous êtes, dont vous êtes responsable était notée par une agence et que vous n'êtes pas du tout... vous ne savez pas que cet indicateur est partagé soyons clairs, ça pourrait vous comparer à vos concurrents, par exemple. Oui, tout à fait. Et donc... en termes de guerre économique, j'aime beaucoup votre vision, vous l'avez mentionné. Vous savez qu'il s'agit d'une sorte de pouvoir doux. Et je trouve que c'est tout à fait pertinent. Oui, et donc il y a un problème clair de souveraineté, mais l'idée aussi, et sous l'angle d'Orange, nous voulons être considérés comme un partenaire de confiance et nous pensons que la notation cyber est vraiment clé pour le monde du numérique et on a besoin de davantage de normalisation dans ce domaine et davantage de travail collectif pour voir comment nous pouvons élaborer une notation basée sur quels faits, sur quelle loi. Et c'est une problématique que nous aimerions souligner aujourd'hui. Sébastien, pouvez-vous parler d'Orange peut-être un petit peu? On suppose que tout le monde connaît Orange, mais c'est un groupe extrêmement puissant et donc vos activités à l'étranger sont très importantes aussi. Peut-être pouvez-vous présenter votre groupe rapidement? Oui, tout à fait. Alors Orange est une entreprise qui travaille dans la télécommunication, dans tout ce qui est la technologie mobile. Nous travaillons dans le secteur bancaire aussi. Et aujourd'hui, nous travaillons dans le domaine de la cybersécurité grâce à Orange Cyber Defense. Mais aujourd'hui, il est très important de souligner que le secteur économique utilise de plus en plus les informations relatives aux notations cyber, aux cybernotations. Et il y a peu de temps consacré à la clarification de cette donnée. C'est utilisé pour prendre des décisions. Cette notation peut donc avoir un impact sur les relations entre partenaires économiques et commerciaux. Et on voit que le marché adopte ce type d'indice volontiers, pardon. Mais les modèles actuels sont pas potentiellement peu fiables, pardon. Et il y a une problématique clé, à savoir, ce que vous voulez dire, c'est qu'il peut y avoir une sorte de biais, une sorte par rapport aux résultats, et ceci peut avoir un impact dans le cadre de cette histoire de pouvoir doux dans le cadre d'une guerre économique. Quand on parle des faiblesses des modèles actuels, sous l'angle des télécommunications, on a évidemment des protocoles de sécurité comme le SS7, mais pour l'instant, Orange fait partie des 10 opérateurs les plus importants du monde, mais nous n'arrivons pas à gérer la problématique parce que les modèles actuels ne se concentrent pas sur les risques associés à, par exemple, un secteur particulier. Et donc, la variabilité
est clé aujourd'hui, de même que la précision des faits, des données techniques. Parce que finalement, la cybernotation est intéressante si elle est correcte. Et sous l'angle des télécommunications, on voit beaucoup de biais, il y a une certaine partialité. Oui, bien sûr, il y a une certaine partialité dans l'élaboration de ces indicateurs. Et donc, il faut remettre en question la fiabilité des technologies, des méthodologies d'évaluation et des outils. Il y a sans doute un problème au niveau de l'approche méthodologique. Oui, tout à fait. Parce que, parlons par exemple d'un périmètre. Lorsque l'on veut faire une notation, il faut définir un périmètre. Mais étant donné que la réalisation d'une notation ne demande pas forcément la définition d'un périmètre précis, au final, par exemple, votre entreprise pourrait avoir une notation, une évaluation différente de celle de vos concurrents par rapport à un problème donné. Oui, donc sous l'angle d'Orange, nous voulons souligner le fait que le monde industriel européen fait face aux conséquences que ces notations peuvent avoir. Et une proposition que nous aimerions faire, nous aimerions qu'une charte soit élaborée qui demande de la transparence pour que, par exemple, une société, une entreprise soit au courant qu'une notation qu'elle a fait l'objet d'une notation de la part d'une agence. Nous appelons à la mise en place d'une charte et aussi à une réponse politique à la question de souveraineté liée aux cybernotations. Quand vous dites cela, vous souhaitez une réponse nationale, une réponse européenne? Oui, tout à fait. Regardez l'histoire des notations, des agences de notation. Okay. C'est suite à la crise des subprimes que l'Europe a créé une entité, l'ASMA, qui examine les résultats des agences de notation. Et cela permet en même temps donc de surveiller, de contrôler ces agences de notation. Oui, parce que l'impact de la cybernotation est énorme aujourd'hui. Parce que cet indicateur peut être utilisé par des investisseurs, par les compagnies d'assurance, par des partenaires. C'est pourquoi je pense que nous avons le temps de discuter de la méthodologie au niveau des pays, mais c'est encore plus urgent de travailler. Mais il est par contre urgent de travailler sur des accords concernant la méthodologie à utiliser pour les entreprises. Parce que vous savez, le monde commercial n'a pas le temps d'attendre, de comprendre et de capitaliser sur les cybernotations. Et donc, il y a une corrélation entre les niveaux, l'élaboration de contrôle, la mise en place de contrôle au niveau politique et les besoins des entreprises en notation. Votre groupe, j'aimerais relier votre présentation à celle qui vous a précédé, notamment, est-ce que vous aimeriez interagir avec des entités telles que des instituts tels que le GFCE? Est-ce que oui, absolument. Et le travail réalisé par l'ITU est absolument remarquable. Parce qu'évidemment, nous, on peut capitaliser sur leur méthodologie et c'est pas juste la partie technique dont je parle,
Et Caroline va en parler. Elle sera la prochaine intervenante. Et Clara Jordan de CPI a parlé de ses préoccupations concernant les droits de l'homme et l'impact de la cybersécurité sur les citoyens. Et donc peut-être que il serait bon d'avoir des interactions vertueuses avec le CPI. Absolument, c'est une préoccupation collective de développer un indicateur fiable avec une méthodologie collective et c'est très intéressant au niveau national, au niveau européen et au niveau mondial. Donc, votre message clé, l'idée c'est de créer une synergie par rapport à ce sujet de l'évaluation. Oui, parce que cette information est nécessaire, c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'examiner, mais par exemple, au niveau des instituts de normalisation, peut-être, ça pourrait être prévu, ça pourrait être très intéressant en tout cas. Merci beaucoup d'avoir parlé de la normalisation et de ISO. Merci beaucoup. Caroline Trey est la prochaine intervenante. On a parlé beaucoup de l'ITU. Alors, brièvement, l'ITU est l'Agence des Nations Unies pour les technologies de l'information. Elle comprend 193 membres et elle est vraiment, donc, c'est vraiment une agence internationale et vous travaillez avec 900 entreprises. Vous pourrez peut-être nous en dire plus, des universités, des organisations internationales et régionales. Caroline, vous avez la parole pendant 10 minutes. Merci. Merci. Et merci pour l'organisation. Je veux vraiment vous féliciter pour leur capacité d'adaptation. Et parce que l'adaptation est l'un des thèmes clés pour la cybersécurité et la cyberprotection. Oui, on en a parlé hier d'adaptation. Sébastien, je voudrais juste vous dire que vous avez parlé des cybernotations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise qui crée une notation et on travaille avec cette organisation. On aide les pays à utiliser leur notation pour qu'ils puissent obtenir des résultats rapides dans l'amélioration de leurs infrastructures. Et ça a permis de créer un score pour chaque pays. Et ça pourrait être intéressant pour vous, mais on en parlera tout à l'heure en privé. Je vais essayer d'être assez brève, mais on est tous d'accord pour dire qu'un indice de maturité peut être utile pour voir si un certain nombre de mesures ont été mises en place au niveau qualitatif et quantitatif et déterminer où nous voulons mener un changement. Ces indices sont cependant un point de départ, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et comme nous l'avons dit, la cybersécurité et la technologie n'est absolument pas statique, ne sont pas statiques, pardon, et donc ils changent. Et donc, il est très important que si on veut vraiment avoir un impact, il faut que les gens comprennent exactement ce que veulent dire ces chiffres, ces scores. Et lorsque cette notation est publiée, généralement les données ont été mises à jour et donc le score n'est plus valable. Alors si on reprend 2014, on avait un indice de connaissance et c'était concernant l'iPhone.
On avait vu qu'il n'y avait aucun outil de mesure et on s'est dit que c'était extrêmement intéressant, mais on ne pouvait pas dire ce qui se passait par rapport à l'iPhone. La collecte de données fiables est un défi permanent. Et je trouve que travailler sur un indice de cybersécurité mondiale est extrêmement intéressant. On travaille directement avec des pays pour collecter des données. Nous espérons pouvoir étendre davantage nos activités. Et lorsqu'on travaille avec une telle variété de réponses, la question est de savoir comment nous pouvons faire en sorte que les données reçues soient comparables d'un pays à l'autre. Et donc, on s'améliore au jour le jour parce que l'ITU se concentre sur la manière dont on peut motiver, stimuler des changements au niveau de la cybersécurité de chaque pays. Et l'indice de cybersécurité mondiale ne signifie pas qu'un pays est plus sécurisé au niveau cyber qu'un autre. Ça veut généralement dire qu'il prend plus de mesures. C'est un peu comme quand vous voulez faire un marathon où vous voulez courir, vous mettez les bonnes chaussures, vous avez un régime, mais vous ne savez pas dans quelle mesure ça va impacter votre taux de cholestérol, etc. La question est, est-ce que vous prenez des engagements pour être plus en forme? Et la question est, les indices, généralement, ont des lacunes lorsqu'il faut se concentrer au niveau local. Nous comprenons que dans le contexte, nous avons besoin d'indicateurs et de voir combien les mesures prises sont efficaces. Parfois, les pays savent qu'ils vont en tirer des bénéfices. Si vous avez des indicateurs et que des investisseurs prennent des décisions basées sur ces indices, les pays vont dire « Est-ce qu'il y a une manière dont je peux parvenir à ces résultats le plus rapidement possible ?» Et ensuite, nous avons relevé le défi suivant. On peut être vite perdu avec ces chiffres. Karen, est-ce qu'on peut comprendre que les résultats peuvent être manipulés d'une certaine manière? Oui, oui. C'est quelque chose qui peut arriver. La question est de savoir dans quelle mesure les résultats sont fiables et est-ce qu'ils sont comparables d'un pays à l'autre. Est-ce que vous avez observé ce type de manipulation des données dans le cadre d'une guerre économique? Est-ce que des entreprises peuvent utiliser des indices dans le but de... Je ne sais pas si on peut parler d'une sorte d'armement, de course à l'armement mais nous avons vu que les pays parlent très facilement, communiquent beaucoup à propos de leur indice lorsqu'ils ont un bon résultat. Et donc, ils créent une sorte de storytelling à cet égard. Oui, j'aime beaucoup l'idée de storytelling. C'est un sujet clé de nos jours, n'est-ce pas? Absolument. Et voilà, c'est là que réside le défi. Que peuvent nous dire vraiment les données et qu'est-ce qu'elles ne nous disent pas? En fonction de la manière dont on regarde les chiffres du Covid, ils peuvent dire beaucoup de choses. Un de mes sites Internet préférés, c'est cette petite initiative 91 Divox, c'est Covid à l'envers. Et
Et là, ils ont regardé les chiffres, mais différents, par tête, par nombre de personnes vaccinées, et par hôpitaux. Et tout cela est très intéressant parce que quand on communique des chiffres, on n'utilise généralement qu'un système de calcul ou d'évaluation. Et donc, la crise de Covid a été très utile parce que on parle du niveau national. Et là, c'est très intéressant de voir ce que chaque gouvernement national réalise pour le Covid. Mais on peut regarder à tous les niveaux, mondial, européen, régional, national, jusqu'au niveau individuel. Et donc, entre les États, les chiffres peuvent varier de manière considérable. Et donc, il est vraiment utile de s'intéresser au contexte. Si on prend les États-Unis, la Chine ou la France, un indice, ce n'est pas une balle magique. Il faut vraiment l'utiliser avec précaution. Il faut vraiment voir comment les données sont sélectionnées, sont extrapolées. Carole, Lynn, vous avez parlé de la pandémie. Est-ce que ça a eu un impact sur les indices et est-ce qu'il y a eu une sorte de rupture dans les méthodologies utilisées pour réaliser les évaluations? Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements radicaux dans les indices de l'ITU en Afrique après 2 ans de pandémie? En ce qui me concerne, j'attends ce prochain indice et j'imagine qu'il y aura des changements majeurs. Vous êtes d'accord? Alors, je ne sais pas si les changements seront si majeurs que ça. Dans une certaine mesure, ça a été un impact négatif. Nous avons collecté des données pendant la pandémie et de nombreux pays sont revenus vers nous en nous disant on ne peut pas vous répondre sur ces questions spécifiques. On n'a pas de données. On ne peut pas vous fournir de mise à jour. Oui, donc il va y avoir beaucoup de points d'interrogation, n'est-ce pas? Et je pense que même ça, c'est une information. Le manque d'information est une information en soi, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. Je pense que cette crise a également été une opportunité, une occasion à saisir, parce que ça a souligné l'importance des TIC pour de nombreuses organisations. Ça souligne l'importance de ces questions. Je suis optimiste, j'essaye d'être optimiste dans ce genre de situation. Je pense qu'on va peut-être, les gouvernements pourront utiliser la pandémie comme une méthode pour continuer à mettre la priorité sur les TIC et la cybersécurité des TIC pour faire en sorte que tout cela gagne en importance à l'avenir. Merci beaucoup, Caroline. On est pile à l'heure. Peut-être pourrions-nous brièvement conclure. Clara, est-ce que vous avez peut-être une brève conclusion à nous fournir si vous êtes encore avec nous? Absolument, je suis toujours là et je voudrais qu'on revienne sur ce que Caroline vient de dire. Quand on se penche sur ces indices, je pense que nous les utilisons pour formuler des hypothèses. Les pays ont des stratégies, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont mis en œuvre ces stratégies, ni pris les mesures nécessaires pour leur mise en œuvre, ni que ces mesures ont réellement des impacts, des conséquences. Donc, du point de vue de la communauté, je pense que c'est important de se concentrer sur les conséquences des mesures qui sont prises sur la base des données obtenues et de se concentrer plus particulièrement sur les conséquences sur la société. Il faut comprendre si la manière dont les indices, les index, enfin peu importe, sont utiles et si les mesures gouvernementales prises sur la base de ces indices sont utiles elles aussi. Donc c'est important d'ajouter à l'analyse technique des mesures, des dommages infligés et des mesures aussi de la mise en œuvre des engagements des gouvernements. Est-ce qu'il y a effectivement des conséquences suite aux décisions qui sont prises? Merci beaucoup Clara pour cette conclusion centré sur les conséquences et les impacts. David, brièvement, votre conclusion à vous également? 1 minute si vous y parvenez. Absolument. Merci Dominique. Je vais être bref. Je pense que ce que nous allons constater, c'est que de nombreux outils d'évaluation dont nous disposons maintenant vont se développer, vont s'améliorer, vont être affinés, mais nous voyons également au niveau plus local de nouvelles évaluations émerger, je pense que c'est très important.
pour moi, la leçon à tirer d'aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'état de la situation aujourd'hui, on voit un bon point de départ. C'est important de discuter, c'est important de sensibiliser, et c'est vraiment de là qu'il faut partir. Voilà pourquoi nous utilisons les différentes évaluations disponibles pour essayer de clarifier un petit peu notre image de la situation afin d'avoir un bon point de départ. Sébastien ? Absolument, oui. Alors, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'initiatives différentes. Cette idée des cybernotations est une méga tendance. Nous le voyons au niveau des pays, nous le voyons au niveau des entreprises également. Donc, c'est important pour nous de souligner qu'il y a effectivement une sorte de... En fait, c'est de la dynamite, ce qu'on a entre les mains. C'est des informations extrêmement sensibles. Ça a été souligné par le panel et c'est vraiment important d'expliquer à quel point ces cybernotations sont utiles et dans quelle mesure elles peuvent nous servir d'outils. Il y a des inquiétudes à l'évidence en matière de sécurité. Il s'agit d'évaluer quelque chose d'important, donc il faut aussi se pencher sur les critères d'évaluation, sur les méthodologies d'évaluation. Il faut réussir à se mettre d'accord sur des normes, sur des standards, sur la manière dont on rapporte les faits techniques. Et puis je pense que c'est à peu près tout en ce qui me concerne. Merci Sébastien. Caroline, c'est à vous que revient le dernier mot pour aujourd'hui. Oui, je pense que mes collègues ont en réalité déjà soulevé la plupart des points que je voulais souligner moi aussi. Nous avons un bel échafaudage, un squelette suite à cette discussion pour analyser un petit peu comment les choses vont évoluer à l'avenir. Je pense qu'on en est effectivement à un très beau point de départ pour cette conversation. Merci beaucoup et merci à tous les membres de ce panel brillant. Merci beaucoup et excellente journée à vous tous et toutes.